Ma femme m'a dit, obéis-moi. Où finit l'intimité? Je lui ai répondu de la garder pour toujours. Et j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Alors, 34 ans, homme, suppose que je devrais commencer par le début. Je ne vais pas mentir, c'est bizarre de taper tout ça. Mais peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Ma femme et moi, on a commencé sur de très bonnes bases. Nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère de mon pote. C'était une amie de fac de sa petite amie. Je ne prévoyais même pas d'y aller, ce soir-là. Parce que j'avais une grosse présentation au travail le lendemain, mais mon pote a insisté. C'est drôle comme la vie est faite, non? Dès le premier jour, j'ai été très franc avec elle sur ce que je voulais. J'ai toujours été le genre de gars qui ne joue pas à des jeux. Si je suis intéressé, je te le dis, si je ne le suis pas, je te le dis aussi. Certaines femmes n'aiment pas cette approche trop directe, mais elles semblaient vraiment l'apprécier. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 1 an et demi, avant que je ne la demande en mariage. Le mariage n'avait rien d'extravagant, juste des amis proches et la famille. Dans cette maison au bord du lac que ses parents avaient louée. Je me souviens avoir pensé que j'avais de la chance. Elle était super mignonne, intelligente, elle avait sa propre carrière en cours. Et elle semblait réellement respecter ce que j'apportais dans la relation. Les 5 premières années ont été solides. Nous avions un système qui fonctionnait bien. Je m'occupais de tous les trucs d'homme de la maison, réparer l'évier qui fuyait. Tondre la pelouse, m'occuper des voitures, gérer nos investissements. Je gagne bien ma vie en tant que développeur de logiciels, donc je couvrais la plupart des factures. Même si elle travaillait aussi. Elle s'occupait de la cuisine, c'est d'ailleurs un vrai cordon bleu, elle gardait la maison propre. Et elle planifiait toutes nos sorties sociales. C'était un schéma traditionnel, peut-être, mais ça fonctionnait très bien pour nous. Nous étions ce couple avec qui les autres voulaient passer du temps, vous voyez? Nous n'avions pas ces disputes stupides en public, comme certains de nos amis. Nous gardions ces conneries dans le domaine privé. Et nous discutions de nos problèmes comme des adultes. Si je trouvais qu'elle n'était pas raisonnable sur un point, je le lui disais tout simplement. Et généralement, elle comprenait mon point de vue. Si elle avait un problème avec moi, j'écoutais, et je corrigeais le tir si c'était justifié. Une chose sur laquelle j'ai été strict, dès le début, c'était de garder mon indépendance. J'allais toujours à la salle de sport 5 jours par semaine. J'avais toujours mes soirées poker avec les gars un jeudi sur 2, et je continuais mes loisirs. Elle avait aussi ses soirées entre filles, et ses cours de yoga. Nous n'avions pas besoin d'être collés l'un à l'autre 24h24 et 7h7, pour nous faire confiance. Tu es mon roc, me disait-elle tout le temps. Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec quelqu'un. Mais je vais être honnête, il y a eu de petits moments où son attitude a changé. Par exemple, la façon dont elle devenait toute silencieuse. Si je faisais des projets sans vérifier avec elle d'abord, ou les petites remarques qu'elle faisait. Si j'envoyais un texto en riant de quelque chose, qui est si intéressant? Demandait-elle avec ce faux ton décontracté. Mais c'était tellement rare, que je n'y prêtais pas vraiment attention. Je me souviens d'une fois, après peut-être 3 ans de mariage, où j'ai reçu un texto d'une collègue femme concernant un projet, vers 21h. Rien d'inapproprié, juste des trucs de boulot. Ma femme m'a demandé qui c'était, et je le lui ai dit honnêtement. Elle a fait une blague du genre, devrais-je m'inquiéter? J'en ai ri pour détendre l'atmosphère mais, avec le recul, elle tâtait le terrain. Une autre fois, je suis parti en voyage d'affaires à Seattle, pour une conférence. Je devais être parti pendant 3 jours, mais j'ai tout bouclé en 2. Alors je suis rentré à la maison un jour plus tôt pour lui faire la surprise. Elle a fait semblant d'être heureuse de me voir, mais il y a eu ce moment bizarre. Où elle a semblé presque déçue. Comme si elle avait prévu des choses pour son temps à elle, et que j'avais tout gâché. Mais encore une fois, je n'y ai pas trop réfléchi. Je pensais que nous étions solides comme un roc. J'avais une bonne carrière qui décollait. Nous venions d'acheter notre maison, dans un quartier sympa. Nous parlions même d'avoir des enfants d'ici 1 an ou 2. Je gérais mes affaires,
je me maintenais en bonne forme, je mesure 1m88, je pesais environ 95 kg. Avec environ 15% de masse grasse à l'époque, je subvenais bien à nos besoins. Et je pensais avoir une partenaire qui me soutenait, qui assurait mes arrières. Mon gars, je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le vrai test est arrivé quand j'ai reçu un appel d'un recruteur. Pour un poste de développeur senior dans une nouvelle entreprise tech très en vue. Le salaire était presque le double de ce que je gagnais. Des stock options. Le package complet est le genre d'opportunité qui pourrait nous assurer une retraite anticipée. Si les choses se passaient bien. Quand je lui en ai parlé, elle a semblé sincèrement heureuse pour moi. Elle m'a serré fort dans ses bras, et a même prévu un bon dîner pour célébrer. Tu le mérites, a-t-elle dit, en levant son verre. Tout ton travail acharné porte enfin ses fruits. J'ai donc commencé dans cette nouvelle entreprise, et c'est tout ce que le recruteur avait promis. Et même plus. Le bureau est incroyable, des bureaux debout, des snacks gratuits. Une salle de sport dans le bâtiment, la totale. Mon équipe est solide aussi. Une bande de gens intelligents, qui savent vraiment ce qu'ils font, pas comme à mon ancien poste. Où je portais pratiquement tout le département de développement sur mes épaules. Les premières semaines ont été éreintantes. Mais dans le bon sens. Je rentrais à la maison super motivé par les projets sur lesquels je travaillais. Parlant à ma femme des trucs géniaux que nous construisions. L'argent était impressionnant aussi. Le premier salaire est tombé, et je l'ai emmené dans cet excellent restaurant de grillade. Où nous n'allions normalement que pour nos anniversaires de mariage. J'ai commandé le bon vin, le grand jeu. Elle semblait heureuse pour moi, vraiment heureuse. Elle me posait des questions sur le travail, elle semblait s'intéresser aux choses que je faisais. Elle m'a même fait la surprise de m'offrir une nouvelle sacoche pour ordinateur portable. Car l'ancienne tombait en lambeaux. Je me souviens avoir pensé à la chance que j'avais. D'avoir une partenaire qui soutenait ma carrière de cette façon. Puis, les choses ont commencé à changer, lentement d'abord. Nous avons cette tradition à mon nouveau travail. Où toute l'équipe va prendre un verre après notre réunion hebdomadaire, le jeudi. Juste quelques heures pour se détendre, et parler d'autre chose que du boulot. Des trucs normaux de cohésion d'équipe, n'est-ce pas? La première fois que je lui en ai parlé, un petit pli s'est formé entre ses sourcils. Tous les jeudis? Comme une habitude? Oui, c'est juste une tradition d'équipe. Je serai probablement à la maison vers 19h30 ou 20h. Elle a fait un petit HM, mais n'en a pas dit plus. Je n'y ai pas prêté d'attention particulière. La deuxième semaine, je lui ai envoyé un texto. Pour lui dire qu'on finissait et qu'on allait au bar. Elle m'a répondu, qui y va, au juste? J'ai simplement répondu, toute l'équipe, et j'en suis resté là. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle m'attendait. Pas de façon mignonne, mais plutôt assise sur le canapé dans le noir, les bras croisés. Tu t'es bien amusé, a-t-elle demandé, mais son ton était bizarre. Ouais, c'était tranquille. Juste quelques bières, et on a parlé boutique. Parler boutique avec Rachel aussi, m'a-t-elle demandé. C'est là que j'ai senti, pour la première fois, une petite sonnette d'alarme retentir dans ma tête. Rachel était l'une de nos designers UX, que j'avais mentionné une ou deux fois en passant. Rien de spécial à son sujet, elle faisait juste partie de l'équipe. Ouais, elle est dans l'équipe. Pourquoi? Juste curieuse de savoir avec qui mon mari passe ses jeudis soirs, maintenant. J'en ai littéralement ri, du genre, c'est quoi ce délire? Nous étions mariés depuis 5 ans. Et elle n'avait jamais montré aucune tendance jalouse auparavant. Je me suis dit que c'était juste un jour sans pour elle, ou un truc du genre. Mais ensuite, ça a continué. Dès que je mentionnais quelqu'un du travail avec un prénom féminin, elle posait plus de questions. À quoi ressemble-t-elle? Quel âge a-t-elle? Est-elle célibataire? J'ai commencé à remarquer qu'elle vérifiait mon téléphone, quand j'étais sous la douche. Mes textos, mes emails, et même mon « putain » de Slack du boulot. C'en est arrivé à un point où je redoutais de parler de mon travail. Car je savais qu'elle chercherait une preuve que je faisais des choses pas nettes.
Et le truc, c'est que je n'en faisais pas. Je n'ai jamais trompé personne de ma vie. Ni elle, ni personne. C'est une ligne que je ne franchis pas. Environ 2 mois après le début de mon nouveau contrat, on m'a mis sur ce gros projet. Avec une date limite très serrée. Moi et 4 autres développeurs, y compris cette femme nommée Jessica. Qui était notre spécialiste back-end. Nous faisions tous de longues heures, pour livrer ce truc à temps. Rien de fou, juste rester jusqu'à 19 ou 20 heures certains soirs, pour surmonter des blocages. Ma femme a complètement pété les plombs à ce sujet. Pourquoi faut-il que ce soit toi qui restes tard? Ils n'ont pas des développeurs juniors qui peuvent faire le sale boulot? J'ai essayé de lui expliquer que ce n'est pas comme ça que fonctionne le développement de logiciels. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a commencé à m'envoyer des textos sans arrêt, quand j'étais au travail. Où es-tu? Avec qui es-tu? Quand rentres-tu à la maison? C'est devenu si grave, que mon chef d'équipe l'a remarqué. Et m'a demandé si tout allait bien à la maison. Malgré tout ça, j'ai commencé à être plus prévenant, pour apaiser ses inquiétudes. Je mettais un point d'honneur à lui rapporter des fleurs, après des soirées tardives au bureau. En lui rappelant qu'elle était toujours dans mes pensées, ce qui était vraiment le cas. Je lui laissais de petits mots le matin, lui assurant qu'il n'y avait personne d'autre. Qu'elle était la seule pour moi. J'ai réduit les sorties après le travail, rentrant directement à la maison à la place. Et je faisais l'effort de partager des détails sur ma journée. Juste pour lui faire savoir que je n'avais rien à cacher. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, qu'elle sache qu'elle était la seule qui comptait. Mais elle n'a pas du tout été réceptive à cette attention. Le projet a duré 3 semaines. À la fin de celui-ci, elle me parlait à peine. À moins que ce ne soit pour faire une remarque désobligeante sur ma femme de bureau, Jessica. Remarquez bien, Jessica avait environ 45 ans, elle était mariée avec 3 adolescents. Et ne ressemblait en rien à l'image mentale que ma femme se faisait d'une briseuse de ménage. Je pense que tu devrais chercher un autre emploi, m'a-t-elle dit un soir. De manière complètement inattendue. J'ai failli m'étouffer avec mon dîner. Quoi? Mais pourquoi diable ferais-je ça? Cet endroit n'est pas bon pour notre mariage. Tu n'es jamais à la maison, tu es toujours stressé. Et l'environnement me semble inapproprié. Inapproprié? Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Tu sais très bien ce que je veux dire. Toutes ces femmes avec qui tu travailles. Toutes ces soirées tardives, et ces happy hours. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je gagnais presque 2 fois plus qu'avant, le travail était stimulant dans le bon sens du terme. Et ma carrière décollait enfin. Et elle voulait que je jette tout ça par la fenêtre parce que, quoi? Elle ne supportait pas que je travaille avec des collègues féminines? J'ai ri. Ça n'arrivera pas, lui ai-je répondu catégoriquement. C'est la meilleure opportunité que j'ai jamais eue, et je ne vais pas y renoncer. À cause d'une fantaisie paranoïaque que tu t'es créée dans ta tête. Ça l'a mise dans une rage folle. Nous avons eu notre première vraie dispute en hurlant, ce soir-là. Elle m'a accusé de faire passer le travail avant notre mariage. Je l'ai accusé d'essayer de saboter ma carrière, à cause de ses insécurités. Ce n'était pas mon moment de plus grande fierté, mais j'étais tellement, putain de, frustré. Après cette nuit-là, les choses ont encore empiré. Elle a commencé à me battre froid. Si j'essayais de l'embrasser pour lui dire au revoir le matin, elle détournait le visage. Si je tendais la main vers elle dans le lit, elle s'éloignait vers le bord. Toujours avec cette petite remarque du genre, je suis sûr que Jessica serait plus que disposée. Ou d'autres conneries. Pendant ce temps, je continuais de faire toutes les tâches que j'étais censé faire. Je m'occupais toujours de l'entretien du jardin et de la maison. Je payais toujours toutes les factures, j'essayais toujours de planifier des soirées en amoureux. Qu'elle annulait généralement en trouvant une excuse. Je me pliais en 4, en essayant de prouver que j'étais le même gars qu'elle avait épousé. Un vendredi, j'ai quitté le travail plus tôt pour la surprendre. J'avais fait une réservation dans son restaurant préféré, le Grand Jeu. Je suis rentré à la maison pour la trouver assise devant l'ordinateur. En train de faire défiler mes emails professionnels.
que j'avais bêtement laissé ouvert sur notre ordinateur familial. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, des fleurs encore à la main. Elle n'a même pas eu l'air gênée, elle a juste pointé le doigt vers l'écran, où il y avait un fil de discussion complètement innocent concernant un projet. Entre moi et une chef de produit. Qui est Michel? Tu ne m'as jamais parlé d'elle, avant. C'est là que j'ai su que nous avions un sérieux problème. Ce n'était pas de la jalousie normale, c'était de l'obsession, et ça empirait de jour en jour. J'aurais dû aborder le problème de front, à ce moment précis. J'aurais dû insister pour faire une thérapie de couple, ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, j'ai juste continué à essayer de prouver mon innocence. Continuer à essayer de la rassurer, continuer à essayer d'être le mari parfait. Malgré son comportement de plus en plus fou. Grosse erreur. Parce qu'une personne qui est déterminée à trouver des preuves de tromperie finira par en trouver. Même si elle doit les inventer. La situation n'a fait qu'empirer. Au cours des semaines suivantes, elle vérifiait mon téléphone constamment maintenant. Sans même essayer de s'en cacher. Si je recevais une notification de texto, elle me demandait de qui il s'agissait. Avant même que j'aie eu la chance de le lire. Si je posais mon téléphone face vers le bas sur la table. Elle faisait une remarque insinuant que je cachais quelque chose. J'ai commencé à avoir l'impression d'être harcelé dans ma propre maison. Chaque conversation ressemblait à un chant de mine, si je parlais du travail. Elle devenait suspicieuse, si je ne parlais pas du travail. Elle m'accusait de lui cacher délibérément des choses. C'était impossible de gagner. Un soir, j'étais sous la douche, quand mon téléphone a émis le son d'un texto. Au moment où je suis sorti, elle se tenait là, mon téléphone à la main. Le visage noir comme la foudre. Qui diable est Allison, et pourquoi t'envoie-t-elle un texto à 21h30 du soir? J'ai soupiré, et j'ai enroulé une serviette autour de ma taille. Allison est notre chef de projet. Elle envoie un texto à toute l'équipe. Concernant la réunion de demain matin. Si tu fais défiler vers le haut, tu verras que c'est un texto de groupe avec environ 8 personnes dessus. Eh bien, ça me semble très peu professionnel d'envoyer des textos en dehors des heures de bureau. C'est à propos du travail. C'est littéralement la raison la plus professionnelle possible pour envoyer un texto à quelqu'un. Elle a jeté mon téléphone sur le lit, et est sortie en trombe. Je suis resté là, dégoulinant sur la moquette. En me demandant ce qui était arrivé à la femme que j'avais épousée. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser pour la rassurer. Je lui ai proposé de lui montrer mon téléphone, n'importe quand, à sa demande. Je l'ai invitée aux événements de l'entreprise, pour qu'elle puisse rencontrer mes collègues. Je rentrais directement à la maison après le travail, au lieu d'aller à la salle de sport. Pour qu'elle n'ait pas à se demander où j'étais. Rien n'y a fait. Ses amis ont essayé de lui parler, eux aussi. Sa meilleure amie, Kate, est venue prendre un verre de vin un soir. Et j'ai surpris une conversation, où elle disait à ma femme qu'elle était ridicule. Il a toujours été fou de toi. Tu vois des problèmes qui n'existent pas. Mais ma femme était convaincue que je préparais un coup tordu. Plus tout le monde lui disait qu'elle avait tort, plus elle campait sur ses positions. C'était comme si elle était déterminée à trouver des preuves de mon infidélité. Et que si elle ne pouvait pas en trouver, elle les imaginerait tout simplement. Après environ 4 mois à ce nouveau poste, la situation a atteint un point critique. C'était un jeudi, et je lui ai envoyé un texto, pour lui faire savoir que nous terminions un projet. Et que l'équipe allait prendre un verre rapide pour fêter ça. Rien d'inhabituel, nous l'avions fait des dizaines de fois. Et je rentrais toujours à la maison pour 20h30. Sa réponse, fais ce que tu veux. Tu le feras de toute façon. J'ai failli zapper la sortie d'équipe à cause de ce texto. Mais mon chef de projet a insisté pour que je vienne au moins pour un verre. Puisque j'avais dirigé le projet. J'y suis donc allé, je suis resté pour exactement un verre, et je suis rentré à la maison. Il était à peine 19h15 quand j'ai franchi la porte. Elle était assise à la table de la cuisine, les bras croisés. « Tu t'es bien amusé avec tes amis du boulot ?» a-t-elle demandé, la voix dégoulinante de sarcasme. C'était sympa.
Juste un verre rapide, nous avons livré le projet à temps. Je suis sûr que livrer le projet, ce n'est pas tout ce que tu as fait. J'ai pris une grande inspiration, en essayant de rester calme. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tu sais exactement ce que ça veut dire. Ne fais pas l'innocent. J'étais fatigué. Tellement, putain de, fatigué de cette suspicion sans fin. Non, en fait? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi ne dis-tu pas simplement ce que tu penses? Au lieu de lancer ces petites piques? Elle s'est levée, venant se planter juste devant mon visage. Très bien. Je pense que tu couches avec quelqu'un au travail. Probablement Jessica, ou Rachel. Ou n'importe qui d'autre dont tu m'as parlé. J'ai littéralement éclaté de rire, non pas parce que c'était drôle. Mais parce que c'était tellement absurde. Tu penses que j'ai le temps ou l'énergie pour te tromper? Alors que j'arrive à peine à avoir une conversation avec ma propre femme sans que cela se transforme en interrogatoire? Je fais des semaines de 50 heures. Puis je rentre à la maison pour affronter ça tous les soirs. Et tu penses que j'arrive en plus à caser une liaison? Les gens trouvent le temps pour ce qu'ils veulent, m'a-t-elle rétorqué. J'ai secoué la tête. C'est de la folie. Je n'ai rien fait de mal. Rien du tout. J'ai obtenu un meilleur emploi qui nous profite financièrement à tous les deux. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fait de moi le méchant de l'histoire. S'il s'agissait juste d'argent, tu pourrais trouver un autre travail qui paie bien. Mais tu ne veux même pas l'envisager. Donc, clairement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui te retient là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point elle était allée trop loin. Aucune quantité de preuves ou de réassurance n'allait la faire changer d'avis. Je ne vais pas quitter mon emploi, lui ai-je dit fermement. Ça n'arrivera pas. Tu dois trouver un moyen de gérer ton insécurité. Car cette situation n'est pas tenable. Ses yeux se sont plissés, et c'est là qu'elle a lâché la bombe. Écoute-moi attentivement. Si tu ne m'obéis pas, et que tu ne quittes pas ce travail, tu peux oublier l'idée de me toucher un jour. Plus d'activité de chambre, quelle qu'elle soit. Jusqu'à ce que tu fasses exactement ce que je veux. C'est ton choix. Je suis resté assis là à la fixer, attendant qu'elle réalise le poids de ce qu'elle venait de dire. Ses bras étaient croisés, son menton légèrement relevé. Comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre sous la pression de son ultimatum. Comme si elle croyait sincèrement que cela fonctionnerait et que j'allais craquer, supplier. Ou au moins me dépêcher de prouver que j'étais digne de son affection. C'est à ce moment-là que tout a pris sens. Ce n'était pas juste une dispute dans le feu de l'action. Ce n'était pas un simple désaccord qui était allé trop loin. C'était un schéma récurrent, un cycle de contrôle déguisé en conflit conjugal normal. Et j'avais joué le jeu pendant bien trop longtemps. J'ai ri, sincèrement amusé, ce qui l'a prise au dépourvu. Qu'est-ce qui est si drôle, a-t-elle lâché. Je me suis penché en arrière, laissant échapper un dernier rire, avant de croiser son regard. Parfait. Garde-la pour toujours. Silence. Elle a cligné des yeux, comme si elle attendait que je retire mes paroles. Que j'explique que je ne le pensais pas, que j'étais juste en colère. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas blessé. J'en avais juste fini avec ça. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone sur la table, et je suis sorti de la pièce. Pour la première fois dans notre relation, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. Je ne voulais plus me battre pour sa compréhension, ni prouver pourquoi elle avait tort. Qu'elle médite là-dessus. Qu'elle réalise que, cette fois, ses tactiques ne fonctionneraient pas. Je suis entré dans la chambre à coucher, j'ai attrapé un oreiller et une couverture. Et je me suis installé dans la chambre d'amis sans un mot. Elle ne m'a pas suivi. Elle a dû supposer que j'avais juste besoin de temps pour me calmer. Que dans 1 heure ou 2, j'allais revenir, m'excuser, et essayer d'arranger les choses. Peut-être pensait-elle que j'allais essayer de passer un accord avec elle. D'offrir une sorte de compromis pour regagner ce qu'elle me refusait. Mais elle n'avait rien que je désirais. Je me suis allongé sur le lit de la chambre d'amis, fixant le plafond. En laissant la réalisation faire son chemin.
Je n'avais pas peur de la perdre, j'étais soulagé. Cette nuit-là a tout changé. Non pas à cause de ce qu'elle avait dit ou fait, mais à cause de ce que j'avais enfin compris. Je méritais mieux que ça, et j'en avais fini d'essayer de faire mes preuves. Auprès de quelqu'un qui était déterminé à voir le pire en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le lit d'Amy, en me sentant différent. Froid, putain de, glacial. Comme si quelque chose, à l'intérieur de moi, avait enfin lâché. Tous ces mois d'accusation. Toutes ces nuits où elle m'avait fait me sentir comme une merde, sans raison l'heure de la vengeance avait sonné. Je me suis levé plus tôt que d'habitude, j'ai pris une douche. Et j'ai mis l'une de mes meilleures chemises. Quand je suis entré dans la cuisine, elle était déjà là à attendre, une tasse de café à la main. Elle avait cet air suffisant sur le visage. Comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre et m'excuse comme je le faisais toujours. Elle s'est raclé la gorge. Alors, tu as fini d'agir de façon puérile? J'ai pris une longue et lente gorgée de mon café, en la fixant droit dans les yeux. Par-dessus le bord de la tasse. Puis, j'ai souri. Pas un sourire amical, mais le genre de sourire qui dit que tu as tout foutu en l'air. Et que tu ne le sais même pas encore. Ouais, en fait, oui. Ses yeux se sont légèrement plissés, elle ne comprenait pas. Elle attendait les supplications, les négociations. Les tentatives désespérées pour revenir dans ses bonnes grâces. Rien de tout cela n'est venu. Au lieu de cela, j'ai fini mon café, j'ai rincé ma tasse. Mais je l'ai délibérément laissée dans l'évier au lieu de la mettre dans le lave-vaisselle comme je l'aurais fait normalement. J'ai attrapé mes affaires, et je suis sorti sans un mot de plus. En montant dans ma voiture, j'ai vraiment ri à haute voix. L'expression sur son visage n'avait pas de prix. Pour la première fois, ce n'était plus elle qui donnait les ordres. Et c'était une sensation incroyablement géniale. À partir de ce jour-là, je me suis donné pour mission de lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle voulait jouer à des jeux. Très bien, je pouvais jouer encore mieux. J'ai arrêté de faire littéralement quoi que ce soit qui l'avantageait. Fini d'acheter ses snacks préférés au magasin. Fini de m'assurer que sa voiture avait de l'essence. Fini de réparer les petites choses dans la maison qui la dérangeaient, mais pas moi. La chaise bancale dans la salle à manger? Plus mon problème. Le bruit bizarre que faisait le lave-vaisselle, et qui la rendait folle? Je suppose qu'elle devra juste vivre avec. Elle ne veut pas faire sa part dans cette, putain de, relation compliquée. Alors pourquoi le ferais-je? J'ai continué à faire ma propre lessive, mais j'ai arrêté de laver ses vêtements à elle. Qui se mélangeaient avec les miens auparavant. Je cuisinais des repas juste pour moi, je mangeais, je nettoyais ma propre assiette. Et je laissais la cuisine impeccable, à l'exception de sa vaisselle sale. J'achetais des courses, mais seulement les choses que j'aimais. Aucun de ses aliments préférés ne finissait plus dans le chariot. Au début, elle a essayé de faire comme si cela ne la dérangeait pas. Elle levait les yeux au ciel, ou poussait de petits soupirs agacés. Quand je passais devant elle sans la calculer. Mais je voyais bien que ça la rongeait de l'intérieur. Elle avait l'habitude d'être celle qui privait l'autre, et non l'inverse. Environ une semaine après le début de ma nouvelle méthode, elle a essayé de me faire réagir. Je regardais un match de basket, une équipe dont elle savait que j'étais un grand fan, quand elle est venue délibérément s'asseoir près de moi. Sur le canapé. Donc, c'est comme ça que ça va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Après avoir poussé un soupir théâtral. De quoi parles-tu, ai-je demandé. Sans même prendre la peine de détourner le regard de la télévision. De toi. Toute cette histoire de m'ignorer. Le traitement par le silence. Je ne t'ignore pas. Je regarde le match. J'ai gardé une voix sans émotion. Oh, vraiment? Parce qu'on a vraiment l'impression que si. J'ai haussé les épaules, les yeux toujours fixés sur l'écran. J'ai juste fini de gaspiller de l'énergie dans des conversations inutiles. Sa mâchoire s'est crispée. Donc, parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, maintenant tu fais un caprice? Ça m'a fait rire, ce qui l'a énervé encore plus. Nan, c'est juste moi qui n'en ai plus rien à foutre, maintenant. Elle n'était pas prête pour ça.
Elle était habituée à ce que je sois sur la défensive, à ce que j'essaie de me justifier. Pour finalement céder juste pour garder la paix. Mais maintenant, je ne lui donnais aucune prise, et j'appréciais chaque seconde de cette situation. La vraie satisfaction est arrivée quelques jours plus tard. J'étais rentré du travail. Je m'étais préparé un excellent dîner avec un steak, sans rien préparer pour elle, bien sûr. Et je lavais ma propre vaisselle. Elle se tenait près de l'évier avec cet air d'attente, attendant clairement que je craque. Que je dise quelque chose, que j'essaie de faire la paix. Normalement, c'est le moment où je me serais effondré. Où j'aurais fait une blague ou une remarque pour détendre l'atmosphère. Pour essayer de revenir à la normale. Au lieu de cela, j'ai fini de laver mon assiette, je me suis essuyé les mains. Et je suis passé droit devant elle, sans un mot, ni un regard. L'expression sur son visage n'avait, pas de prix. Comme si elle ne pouvait pas croire que son arme la plus fiable me faire culpabiliser jusqu'à ce que je cède avait soudainement cessé de fonctionner. Je me suis concentré sur mon amélioration personnelle, en partie pour moi. Et en partie pour le lui jeter à la figure. J'ai réglé mes horaires de sommeil, revendiquant la chambre d'amis comme étant ma chambre. Achetant de meilleurs draps et un oreiller à mémoire de forme, et dormant comme un bébé. Me réveiller frais et dispo à 5h30 du matin, en sachant que ça l'agaçait. Était un sentiment formidable. J'allais à fond à la salle de sport, en installant même des équipements à la maison. Et en mettant la musique assez fort pour qu'elle l'entende. Chaque goutte de sueur me donnait l'impression de me libérer de son emprise. J'ai aussi amélioré mon look. Abandonnant mes vêtements ennuyeux pour d'autres qui m'allaient vraiment bien. Je m'habillais bien juste pour aller prendre un café. Sachant que ça l'amenait à se demander où j'allais. Elle l'a remarqué. Je la surprenais en train de me fixer après mes séances d'entraînement. Ou à me demander où j'allais le week-end. Je répondais juste, sortir, et je la laissais s'interroger. Puis, je suis vraiment passé à la vitesse supérieure. J'ai commencé à sortir beaucoup. Je n'étais presque jamais à la maison, et quand j'y étais, j'étais dans ma chambre. Ou dans le garage, ou juste partout où elle n'était pas. Chaque fois que je passais cette porte, je pouvais sentir son anxiété grimper en flèche et... Honnêtement, c'était une sensation, géniale. Plus je me concentrais sur moi-même et sur mon propre bonheur, moins je me souciais du sien. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Elle perdait son emprise sur moi, et elle n'avait aucun manuel pour gérer cette situation. Les anciennes tactiques, la culpabilité, les accusations. La privation d'affection, rien de tout cela ne fonctionnait plus. Parce que je n'en avais sincèrement plus rien à faire. Je ne jouais pas à son jeu, je jouais au mien, et elle n'y était pas invitée. Elle a essayé de redoubler d'efforts avec son attitude glaciale. Pensant que si elle tenait assez longtemps, je craquerais. Mais les jours sont devenus des semaines, et je semblais plus heureux que jamais. Tandis qu'elle était manifestement misérable. Son petit jeu de pouvoir s'était complètement retourné contre elle. Puis est venu le changement de stratégie. Tout a commencé une fois, alors que je me préparais à sortir un samedi soir. J'étais mieux habillé qu'avant, quand on sortait ensemble, je sentais bon, j'avais fière allure. Quand elle est apparue dans l'encadrement de la porte de ma chambre. « Tu sors encore ?» a-t-elle demandé, et pour la première fois. J'ai entendu quelque chose de nouveau dans sa voix, du désespoir. Je l'ai brièvement regardée, tout en mettant ma montre. Ouais. Avec qui? La question lui a échappé avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. J'ai souri en coin, ajustant mes manches. Est-ce que ça a de l'importance? Ça l'a frappé de plein fouet. Je l'ai vu tressaillir physiquement, ses doigts se resserrant sur le cadre de la porte. Depuis des mois, je lui donnais juste assez de cordes pour qu'elle se pende avec sa propre paranoïa. Je trouve juste ça étrange, a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée. Mais échouant lamentablement. Tu n'avais jamais l'habitude de sortir autant. Je me suis tourné vers elle, l'expression neutre. Ouais, je n'avais jamais l'habitude de faire beaucoup de choses. Elle est restée là, attendant que je dise autre chose, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris mes clés, je suis passé devant elle, et je suis parti sans un mot de plus.
L'expression de son visage valait presque toutes les conneries qu'elle m'avait fait subir. Quelques jours plus tard, je suis rentré du travail. Pour la trouver vêtue de cette tenue qu'elle savait que j'aimais bien avant. Bien coiffée, bien maquillée. Elle avait nettoyé toute la maison, préparé mon dîner préféré. Et avait même acheté cette boisson que j'aime, qu'elle trouvait toujours trop chère selon ses dires. J'ai pensé qu'on pourrait passer une bonne soirée à la maison, a-t-elle dit. Essayant de paraître désinvolte, mais donnant l'impression d'être désespérée. Pas faim, ai-je répondu, en attrapant une barre protéinée à la place. J'ai déjà mangé avec les gars après le travail. Ce n'était pas vrai, mais la regardai fixer le repas qu'elle avait préparé. Pendant que je m'éloignais. Ça a fait du bien. C'était peut-être mesquin, mais ce « tu dois m'obéir » n'était pas juste une phrase. C'était une gifle, comme si j'étais un gamin qui devait suivre des ordres, et non un homme adulte. Qui avait construit sa vie et sa carrière en partant de rien. Eh bien, elle voulait l'obéissance et le contrôle, moi, je voulais la liberté. Et c'est à ce moment-là que la ligne a été franchie. Pendant tout ce bazar, sa meilleure amie, Kate, venait plus souvent. Soi-disant pour traîner avec ma femme. Elle s'asseyait. Et j'étais presque de sûr, putain de certain, que ma femme n'arrêtait pas de se plaindre de moi auprès d'elle. Mais j'ai aussi remarqué que Kate semblait toujours trouver un moyen de me parler en tête-à-tête. Au début, j'ai cru qu'elle essayait juste de jouer les pacificatrices. D'obtenir ma version de l'histoire. Mais un jour, alors que je travaillais dans le garage sur ma voiture, Kate est sortie avec 2 cafés, m'en a tendu un, et s'est appuyée contre l'établi. Elle est dans tous ses états, tu sais, m'a dit Kate, après quelques minutes de bavardage. J'ai haussé les épaules, concentré sur le moteur. Ce n'est plus mon problème. Elle réalise qu'elle a tout foutu en l'air. Elle ne sait juste pas comment réparer ça. J'ai levé les yeux à ce moment-là. Il n'y a rien à réparer. Elle m'a montré exactement qui elle est, et je la crois. Kate est restée silencieuse un instant, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je lui ai dit qu'elle était ridicule, dès le premier jour. Je lui ai dit qu'elle allait te perdre. Si elle continuait comme ça. Femme intelligente, ai-je répondu. Tu as changé, a dit Kate, en m'observant. Pas d'un ton accusateur, juste une simple observation. J'ai dû le faire. Non, je veux dire que tu as l'air plus fort maintenant. Plus confiant. C'est. Elle a fait une pause, en prenant une gorgée de sa bière, point ça te va bien. J'ai perçu quelque chose dans son ton, qui m'a fait la regarder plus attentivement. Kate avait toujours été attirante. Objectivement parlant, probablement plus que ma femme. Elles étaient amies depuis la fac, et j'avais toujours été amical avec elles. Mais en gardant une distance respectueuse. Mais maintenant, je remarquais des choses que j'avais négligées auparavant. La façon dont elle maintenait le contact visuel un peu trop longtemps. Comment elle trouvait des excuses pour toucher mon bras quand elle argumentait. Le fait qu'elle venait plus souvent maintenant. Que les choses entre moi et ma femme battaient clairement de l'aile. Ces conversations sont devenues plus fréquentes. Kate passait, soi-disant pour voir ma femme. Mais trouvait toujours quelques minutes pour me parler seule. Au début, c'était à propos de la situation avec ma femme, mais peu à peu. Cela a glissé vers d'autres sujets, des livres, des films, son travail, le mien. Un soir, Kate est passée quand ma femme n'était pas là. Soi-disant pour déposer quelque chose, bien que j'ai remarqué qu'elle n'avait rien sur elle. En fait, nous avons fini par parler dans la cuisine pendant presque 1 heure. Au moment de partir, elle a touché mon bras, en riant de quelque chose que j'avais dit. Le contact s'est attardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Sur lequel je ne pouvais pas me tromper. J'ai reculé d'un pas, nous ne devrions pas aller sur ce terrain-là. Elle a baissé les yeux, sans nier ce que j'insinuais. Je sais. Je suis désolé. C'est juste que. Voir comment elle te traite. Et savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Je suis toujours marié, lui ai-je rappelé. Malheureux, mais marié. Elle a hoché la tête. Je comprends. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux.
Après son départ, j'ai pensé à la façon dont ma femme réagirait. Si elle savait que sa meilleure amie développait des sentiments pour moi. Une part de moi était tentée de laisser échapper quelque chose. Juste pour remuer un peu le couteau dans la plaie, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Non pas parce que je me souciais d'épargner les sentiments de ma femme. Mais parce que cela me ferait passer pour le méchant de l'histoire. Et je n'allais pas lui donner des munitions. Après avoir passé tant de temps à être faussement accusé. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, cependant. Pendant des mois, ma femme m'avait accusé de m'intéresser à d'autres femmes. Créant toute cette fantaisie paranoïaque selon laquelle je la trompais au travail. Et maintenant, il y avait une véritable tentation juste sous son nez. De la part de sa propre meilleure amie, et c'était moi qui y mettais le holà. Mais le plus fou, c'était que plus je m'éloignais émotionnellement. Plus elle essayait d'être affectueuse physiquement. Après des semaines passées à utiliser l'intimité comme une arme contre moi. Elle essayait maintenant de s'en servir pour me ramener à elle. Elle me frôlait, accidentellement, dans la cuisine. Elle portait moins de vêtements dans la maison. Un soir, elle a carrément essayé de se glisser dans la chambre d'amis, ma chambre, désormais. Vêtue de presque rien. Je lui ai demandé, gentiment mais fermement, de partir. Pourquoi, a-t-elle exigé, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Je suis ta femme. Tu as rendu tes conditions très claires, lui ai-je rappelé. J'ai choisi de ne pas les remplir. Maintenant, nous vivons tous les deux avec ce choix. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors tu vois quelqu'un d'autre? J'ai répondu sincèrement, non. Alors pourquoi ne veux-tu même pas essayer d'arranger ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'arranger quoi que ce soit. Il s'agit de respect. Tu as essayé de me contrôler. En utilisant l'intimité comme moyen de pression. Ça m'a montré exactement qui tu es. Elle a quitté la pièce en pleurant. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était, mais je pouvais le lire dans ses yeux. Elle était à court de cartes à jouer. Le test ultime s'est présenté, quand j'ai dû partir en voyage d'affaires pendant 3 jours. À l'époque, elle m'aurait bombardé de textos, d'appels. Elle aurait exigé que je donne de mes nouvelles constamment. Et m'aurait probablement accusé de toutes sortes de choses pendant mon absence. Mais maintenant, elle était terrifiée à l'idée que je ne revienne pas du tout. La veille de mon départ, elle a fait une dernière tentative désespérée. Elle a préparé le dîner, et mis de la musique. Je me suis dit qu'on pourrait passer une bonne soirée, avant ton voyage, a-t-elle dit. Essayant de paraître décontracté. Je dois faire mes valises, ai-je répondu. Je peux t'aider, a-t-elle proposé, un peu trop vite. Pas besoin. C'est juste pour 3 jours. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendu demander d'une petite voix, tu vas revenir. N'est-ce pas? Je me suis arrêté, et je me suis retourné vers elle. J'ai un billet de retour. Le lendemain matin de mon retour de voyage d'affaires, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai attendu qu'elle parte au travail, puis j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Et j'ai programmé une consultation pour l'après-midi même. J'ai pris une demi-journée de congé, j'ai rencontré l'avocat, et j'ai lancé la procédure. Ça a été étonnamment facile, comme si j'aurais dû le faire des mois plus tôt. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais assis à la table de la cuisine, calme et posé. Elle a dû sentir que quelque chose était différent. Parce qu'elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, ses yeux furetant partout. Comme si elle cherchait des indices. On peut parler, ai-je dit, en montrant du doigt la chaise en face de moi. Elle s'est assise lentement, la tension émanant d'elle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé d'arracher le pansement d'un coup sec. J'ai vu un avocat spécialisé dans les divorces. Aujourd'hui. Je dépose les papiers cette semaine. Elle a perdu toutes ses couleurs. Pendant quelques secondes, elle m'a simplement fixé, comme si je parlais une langue étrangère. Puis est venu le torrent de réactions, le choc, la colère, la panique, les supplications. Tout cela la frappant en même temps. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit, sa voix dépassant à peine le murmure. Tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais pourquoi?
À cause d'une seule dispute? Parce que je t'ai demandé d'envisager de changer de travail? J'ai presque ri, et je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une seule dispute, mais de moi d'accusations, de manipulation, et d'intimité utilisées comme une arme. Que cela m'avait finalement montré qui elle était vraiment, et que je l'avais cru. Nous pouvons réparer ça, a-t-elle dit, tendant la main vers la mienne de l'autre côté de la table. Je me suis reculé avant qu'elle ne puisse me toucher. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Je vais changer. Je sais que j'ai manqué d'assurance par rapport à ton travail. Mais je peux y travailler. C'est trop tard, ai-je répondu. Je ne veux plus de tout ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors, c'est ça? Tu abandonnes tout simplement? Toutes ces années? J'ai secoué la tête. Non. Je choisis enfin de penser à moi. Ces mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle a reculé, me fixant comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Et peut-être que c'était le cas, pas cette version de moi, en tout cas. Pas la version qui ne plierait pas à sa volonté. Une fois qu'elle a compris que j'étais sérieux, elle est passée par toutes les émotions possibles. Certains jours, elle était furieuse, hurlant que je gâchais tout pour des riens. D'autres jours, elle s'effondrait en larmes, me suppliant de reconsidérer ma décision. Promettant de changer, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour sauver notre mariage. Puis, elle a raconté à tout le monde que j'avais une liaison aux amis, à la famille. À tous ceux qui voulaient bien l'entendre. La plupart n'y ont pas cru, mais certains si. Sa sœur m'a appelé, m'accusant de la tromper avec Kate, sa meilleure amie. J'ai ri. Il ne se passe rien avec Kate, ni avec personne d'autre. Ta sœur a inventé ça de toutes pièces. Quand elle m'a demandé pourquoi je partais, je lui ai dit la vérité. Parce que ta sœur a essayé de me contrôler avec l'intimité, qu'elle ne me faisait pas confiance. Et que j'en ai fini avec ça. Il y a eu un silence, puis, je n'étais pas au courant pour cette partie-là. Je lui ai dit de lui poser la question au sujet de l'ultimatum. Elle n'a plus jamais rappelé. La procédure de divorce elle-même a été plus compliquée que je ne l'espérais. Elle m'a combattu sur tout, la maison, les économies. Et même des choses qui m'appartenaient clairement, d'avant notre mariage. Son avocat envoyait des exigences ridicules, espérant probablement que je cède, juste pour en finir. Mais je n'étais plus ce gars-là. Je n'ai pas craqué. Je n'ai pas cherché la voie de la facilité. Je m'en suis tenu à ce qui était juste, et j'ai refusé de céder sur le reste. Et la situation avec Kate est devenue compliquée, elle aussi. Le bruit est parvenu aux oreilles de ma femme, que Kate passait me voir pour me parler en privé. Et elle a complètement pété les plombs. Elle nous a accusés tous les deux de l'avoir trahi. Disant que nous avions probablement une liaison dans son dos depuis des années. Ce n'était pas vrai, bien sûr, mais elle avait besoin de blâmer quelqu'un. Et Kate était une cible facile. Kate m'a appelé après leur dispute, s'excusant d'avoir aggravé les choses. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, a-t-elle dit. C'est juste que. Je voyais comment elle te traitait, et ça me mettait tellement en colère. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré. Elle aurait trouvé une raison d'exploser de toute façon. Pour ce que ça vaut, a dit Kate, avant de raccrocher. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Tu mérites mieux. J'ai déménagé avant que le divorce ne soit finalisé. Je ne supportais plus les drames quotidiens, les pleurs, les accusations. Les tentatives désespérées pour me faire changer d'avis. J'ai trouvé un appartement de 2 pièces correct, pas très loin du travail. J'ai emballé mes affaires essentielles. Et je suis parti pendant qu'elle rendait visite à ses parents un week-end. Quand elle a réalisé que j'étais vraiment parti, elle a débarqué à mon appartement. Je ne sais pas comment elle a trouvé l'adresse, probablement grâce à l'un de nos amis communs. Elle était dans un état pitoyable. Elle se tenait sur le pas de la porte, disant que je ne pouvais pas simplement partir. Comme si elle ne comptait pour rien. Elle s'est excusée, a dit que nous méritions une autre chance. Mais ce n'était pas la première, ni même la 3e chance. C'était un schéma toxique, et j'en avais terminé. J'ai fermé la porte,
et ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Elle ne s'est pas présentée. Je n'ai ressenti que du soulagement. Mon appartement est devenu un vrai chez moi, simple, paisible, et à moi. J'entends encore parler d'elle, elle s'est lancée dans une autre relation. Et l'a sabotée exactement de la même manière. Elle raconte aux gens que je l'ai trompée, bien qu'ils soient moins nombreux à la croire. Maintenant. 2 mois après le divorce, Kate m'a envoyé un texto. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, qui s'est transformé en un dîner. Il y a eu ce moment, alors que nous marchions vers nos voitures, où tout est devenu une évidence. Je me suis toujours demandé ce qui se serait passé, si nous nous étions rencontrés en premier. A-t-elle dit. Nous n'avons plus besoin de nous le demander, lui ai-je répondu. Nous sortons ensemble depuis 4 mois maintenant. Mon ex a perdu la tête quand elle l'a découvert. Nous accusant d'avoir tout planifié depuis le début. L'ironie dans tout ça? Kate et moi n'avons jamais été que de simples amis, jusqu'à ce que tout soit bel et bien terminé. Le meilleur dans tout ça? Une confiance totale. Pas de fouilles dans les téléphones, pas de questions sur les soirées tardives au travail. Pas de culpabilisation. Après des années à marcher sur des œufs, c'est comme réapprendre à respirer. Je connais ma valeur maintenant, et je sais ce que je ne tolérerai plus. S'en aller n'est pas une faiblesse, c'est choisir de se préserver. Parfois, le choix le plus fort n'est pas de rester, c'est de savoir quand partir. Le bonheur était plus proche que je ne le pensais, juste de l'autre côté d'un très mauvais mariage.